Bonjour Pauline Collin. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Très très bien, malgré la pluie, on l'a déjà dit évidemment, mais une première quand même, un premier vol hier qui s'est bien passé pour vous? Plutôt bien dans l'ensemble, quelques petites erreurs, mais on va se remettre en jambe. Voilà, c'est le premier, c'est pas bien grave, c'est comme pour les crêpes, la première est toujours plus ratée que la deuxième. C'est ça. En tout cas, on espère que vous allez pouvoir revoler rapidement, certainement ce soir. Comment on appréhende ce type de compétition? On l'a dit, la météo, c'est un facteur un petit peu perturbant, mais il y en a peut-être d'autres. Comment vous vous sentez au début d'un championnat qui va durer une semaine? Alors, au début d'un championnat, on est toujours frais. C'est surtout à la fin de la semaine, si tous les vols sont faits, où la fatigue commence à se faire ressentir, où là, il faut vraiment profiter de la moindre minute pour recharger les batteries. Une fatigue qui est due à quoi? Qui est due au stress, à la complexité des épreuves, au physique aussi du sport. Est-ce que c'est pas aussi 5h30 pour le premier brief? En fait, on vit 2 jours dans la même journée. C'est ça, on est complètement décalé. Le premier briefing, comme vous l'avez dit, à 5h30. Le retour du vol du soir, après le repas, on est sur les alentours de 23h minuit pour aller se coucher. Donc ça nous laisse une toute petite nuit qui est plutôt une sieste. Et on fait la nuit, la journée. Donc 2 siestes, une nuit, une courte nuit, une courte après-midi en tout cas pour dormir. Et après, comment ça se passe concrètement avec l'équipe? Parce que c'est vraiment un travail d'équipe, il y a un pilote, un navigateur. Quelle est votre place dans l'équipe? Est-ce qu'il y en a un qui commande plus que les autres? Comment ça fonctionne? Comment ça s'articule? Nous, on est 4 dans notre équipe. Donc moi, en tant que pilote, j'ai un navigateur et 2 équipiers au sol. Donc chacun connaît son rôle. Des fois, je drive un petit peu si des choses changent par rapport à d'habitude. Mais tout se passe plutôt bien. Ouais. Chacun a son rôle défini et respecte bien ce qu'il doit faire. Et le vôtre, alors en vol, c'est tenir les brûleurs, c'est définir la hauteur. Comment ça se passe avec le navigateur? Avec mon navigateur, on travaille vraiment en cohésion tous les deux. On prend nos décisions ensemble. Il ne le prend pas séparément et moi, je ne prends pas d'initiative toute seule. On en discute. Et ensuite, oui, mon rôle, c'est de piloter la montgolfière quand même. Alors, piloter et en même temps, vu d'en bas, on se dit, mais il n'y a pas de gouvernail, il n'y a pas de volant. Alors, comment est-ce qu'on pilote une montgolfière? Alors, notre moyen de nous diriger, c'est uniquement les différents courants de vent. C'est pour ça que, surtout en compétition, pour se diriger sur les épreuves, on monte très haut ou on va descendre, justement pour pouvoir changer de courant d'air assez rapidement. Et comment on le sent? C'est au jugé, on a l'impression qu'au-dessus, ça va aller dans un sens plutôt qu'un autre. Il y a des balises GPS, comment ça fonctionne? Alors, on a déjà un pilo météo qu'on reçoit au moment du briefing, avec déjà une estimation des vents qui nous indique les directions. Donc, on peut voir s'il y a des couches avec des vents qui changent. Et ensuite, au fur et à mesure de notre vol, on est amené à monter et à descendre. Et là, on a un GPS qui nous donne les directions et on relève un petit peu les vents qu'on trouve. Comment on communique avec ceux qui sont eux au sol? Nous, on a essayé de vous suivre avec les caméras, mais j'imagine que pour eux, c'est un peu pareil. C'est essayer de déterminer où vous allez atterrir pour vous récupérer dans de bonnes conditions. C'est ça. Donc nous, on utilise des talkies pour pouvoir se parler entre nous. Après, j'ai de la chance d'avoir 2 bons équipiers au sol. Sans rien leur dire, hier soir, ils étaient là à l'atterrissage. Très bien. Eux, c'est à la vue. Vous leur donnez aussi des informations, j'imagine. On n'a pas le droit d'atterrir partout avec une montgolfière. Alors, on ne peut pas beaucoup se diriger, donc on peut atterrir relativement partout. Après, il faut surtout choisir un terrain où on respecte l'agriculture. Donc, on évite tout ce qui est cultivé, les prés avec les vaches, ici, surtout dans le Charolais. Et ensuite, il faut que ce soit accessible. Donc hier, nous, le terrain n'était pas accessible, on a dû se poser sur la route. Au moins, c'était plus rapide pour vous récupérer. Ah, ils étaient là tout de suite. On sait qu'il y a des ballons qu'on finit dans un champ plein d'eau, mais bon, ça c'est la difficulté. Comment on prépare une compétition? J'imagine que pour ça déjà, il faut un ballon. Est-ce que le ballon que vous occupez aujourd'hui, c'est le vôtre déjà? Alors aujourd'hui, le ballon que j'ai, ce n'est pas le mien, c'est un ballon de prêt. J'ai un ballon qui est en construction, mais il nous manque encore une des dernières phases, c'est surtout les papiers. Les papiers, parce qu'il y a une immatriculation comme pour une voiture, c'est un véhicule finalement qu'il faut identifier. C'est ça, on est comme les avions. Si vous prenez l'avion, vous voyez qu'il y a toujours des lettres marquées à l'arrière de l'avion. On a la même chose sur nos ballons, donc c'est l'immatriculation. Et ensuite, on a tout ce qui est validation, homologation du ballon à faire. Et concrètement, est-ce qu'on peut avoir une idée de combien ça coûte d'avoir une montgolfière au final? Chaque partie, là vous parliez du ballon que vous attendez encore, combien ça coûte un ballon de montgolfière? Alors, l'enveloppe à proprement parler, donc c'est environ 22 000 € pour un ballon de compétition. Ensuite, sur l'ensemble du bas nacelle brûleur, on est sur environ 10 000 €. Et ensuite, ce qui nous permet de garder notre carburant, donc le propane, les bouteilles de gaz, on est sur 2500 pièces. Et cette passion, elle vous est venue comment? Alors moi, c'est une passion familiale. Mon papa est pilote, ma grande sœur est pilote. Et donc, quand j'ai eu l'âge, à 17 ans, de passer mon brevet, j'ai pas hésité une seconde et j'ai dit à mon tour de prendre les brûleurs. Donc du coup, si on annonce à son papa, voilà, je vais faire un investissement pour avoir mon propre ballon, c'est plus facile de le faire comprendre étant donné que c'est déjà le cas dans la famille. C'est ça, il connaît un petit peu le milieu, il a son ballon à lui, donc il a compris les choses.
Le ballon, si j'ai bien compris, il est prêt. Là, c'est plus qu'une question de papier, c'est de l'administratif. Mais comment on choisit un ballon? Est-ce qu'il y a un catalogue? Est-ce que c'est nous qui choisissons les couleurs? Parce qu'on en voit de toutes les formes, de toutes les couleurs aussi. Alors moi, j'ai pas de sponsor, du coup j'étais un peu libre dans le graphisme que j'ai voulu faire. Alors ça a été tout simple, on a tous pris une feuille, des crayons de couleur et on a fait des dessins. On a dessiné, on a essayé plein de choses, mettant des couleurs, ah non, ça, on n'aime pas trop. Et finalement, on s'est décidé sur un graphisme qui est plutôt sympa pour nous. Et c'est vrai que ça change beaucoup aussi le tarif en fonction du graphisme. Il y aura le petit Zigougui dessus, j'ai vu que vous aviez une mascotte. Alors Zigougui ne sera pas dessus, mais il sera toujours avec nous dans nos vols. Concrètement, si on parle des épreuves, c'est pas une course finalement, on n'est pas comme dans certains sports où il y a un point A, un point B, entre deux on a des épreuves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se déroulent les épreuves et puis peut-être donner celle que vous préférez vous? Alors les épreuves, on en a plusieurs par vol. Et donc par exemple, on peut avoir le but déclaré par l'organisateur ou sur notre feuille d'épreuve, on reçoit des coordonnées GPS donc d'une cible qui sera étendue, souvent c'est dans un champ. À nous après de trouver le terrain en fonction de ce qui est présé sur la feuille d'épreuve, soit un terrain de décollage individuel où on va chercher le vent le plus propice pour nous amener sur la cible. Et donc là, c'est vraiment une cible qui est définie à l'avance. Nous, on n'a plus qu'à savoir piloter et arriver dessus. Alors, il y a une question de rapidité aussi, c'est la première équipe qui arrive qui a gagné? Alors, il n'y a pas vraiment de notion de rapidité, c'est plutôt une notion de précision. Donc, comme dit, on a une cible. C'est comme si maintenant on va jouer aux fléchettes. On a un petit marqueur, un sac de sable lesté, où on va essayer d'aller le mettre au plus proche du centre de la croix, comme quand on joue aux fléchettes pour faire 1000 points. Et donc on le jette directement de la montgolfière? On le jette, après on a différents moyens de largage qui sont aussi définis dans le règlement, soit un largage libre, où là on peut le jeter comme si on lançait une balle de handball en plein milieu, ou alors un largage par gravité, où là on a les deux mains à l'intérieur de la nacelle, on laisse tomber le marqueur de l'autre côté, et on donne aucune impulsion, on lâche juste le bout du marqueur pour qu'il tombe. Pour qu'il tombe le plus proche possible, ouais. Et en fonction, on a plus ou moins de points, j'imagine. C'est ça. Au centre, c'est 1000 points. Très bien. Et vous, votre épreuve préférée, ce serait laquelle? Moi, mon épreuve préférée, c'est le triangle. On sait très bien que la montgolfière n'a pas de gouvernail, on ne peut pas changer de direction assez facilement. Et pourtant, on a une épreuve, donc le triangle, où il s'agit de faire le plus grand triangle possible. Donc de faire vraiment une forme de triangle dans le ciel? Une forme de triangle et le plus grand possible. On commence notre triangle par un point A. On va faire un premier côté jusqu'à un point B. Jusque-là, rien de compliqué. Rien de compliqué. On est sur une ligne droite. Et ensuite, il va falloir aller créer l'hypoténuse en allant chercher le point C. Donc du coup, l'hypoténuse, c'est? L'hypoténuse, c'est le plus grand côté dans un triangle rectangle. Parce qu'on a déjà fait plusieurs méthodes de calcul et on sait que dans une aire libre, le plus grand triangle possible sera toujours un triangle rectangle. Et donc c'est là où il faut vraiment calculer pour avoir le plus grand triangle en fonction des vents. Par contre, on ne fait pas le dernier côté, on ne revient pas au point de départ. On n'a pas besoin de refaire le dernier côté, ça on a de la chance, ils ne nous demandent pas encore ça. Et hier, c'était quoi du coup? Le bon choix, c'est à nous de placer un point GPS avec une altitude donnée. Donc en fait, c'est comme si on imagine qu'on se met une étoile dans le ciel qu'on doit atteindre. Ok. Et ça, c'est vous qui la déterminez au départ? C'est nous qui la déterminons. Et donc là, on devait la déterminer 4 km, minimum 4 km avant d'arriver dessus. On avait une restriction de kilomètres ce coup-ci. Alors vous, du coup, vous aviez déjà votre sœur dans le milieu de la montgolfière. Est-ce que c'est un milieu où on accepte les femmes facilement? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes déjà dans la montgolfière ou est-ce que c'est récent? Il y a environ 10% de femmes dans la montgolfière. On le voit bien ici au championnat de France. On a environ 30 pilotes, il y a 3 femmes. Et ensuite, c'est quand même un milieu qui accepte relativement bien les femmes. En tout cas, j'ai jamais eu de problème vis-à-vis de ça. Et j'ai beaucoup d'amis pilotes masculins et ça fait pas de différence sur le terrain que je sois une femme en tout cas.